La matinale RCF, le grand invité. 8h10, bienvenue, c'est l'heure de notre grand invité. Bonjour Éric Anceau. Bonjour Pierre-Hugues Dubois, merci de me recevoir. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, auteur de l'histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours. C'est chez Passé Composé avec Jean-Luc Bordron. Le sujet peut paraître aride, les impôts, et c'est pourtant passionnant, puisque comprendre l'impôt à travers le temps, c'est comprendre les mécanismes des États. Depuis quand paye-t-on des impôts, Éric Anceau ? Alors, on paie des impôts. Les impôts existent, figurez-vous, depuis l'Antiquité, depuis 5000 ans, depuis que les États, en fait, existent. On pense à l'Égypte pharaonique, on pense à la Crète des Minoens, on pense aux cités de Sumer. Voilà, dès cette époque, il y a des impôts. L'État existe parce qu'il sait lever l'impôt ? En grande partie. Alors l'État existe, enfin il apparaît peut-être pas forcément avec l'impôt, mais pour durer, pour s'inscrire dans le temps, il va devoir à un moment donné prélever des taxes et prélever des impôts. La semaine dernière, on terminait nos déclarations d'impôts sur impôts.gouv.fr. On imagine qu'avec le temps, ça a changé. Comment est-ce qu'on déclarait l'impôt avant ? Comment est-ce que dans l'Antiquité, les États arrivaient à lever l'impôt ? Alors il y a deux choses. Il y a d'une part le tribut qui est prélevé sur les peuples vaincus. Et en règle générale, les premiers impôts sont liés à la guerre assez systématiquement. Donc là, si vous voulez, comme on est dans le règne de l'arbitraire, il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas besoin de percepteur. C'est directement le militaire, pour le compte du souverain, qui prélève ces taxes, souvent en nature, parfois en monnaie sonnante et trébuchante. Et puis bien évidemment, au fur et à mesure que l'État va se développer, alors là, vous allez avoir un système de percepteurs qui va se mettre en place. Pas de déclaration en bonne et due forme, mais on va venir voir les richesses, le patrimoine dont bénéficie chacun, de manière à prélever l'argent. Tout le monde a en tête la folie des grandeurs, dont Salluste, que ça se passe dans l'Espagne du siècle d'or, du 16e, 17e siècle, et on le voit venir prélever directement dans un village, auprès des paysans, les impôts. Ce qui pose évidemment la question du consentement à l'impôt. Depuis quand est-ce qu'on est prêt à payer des impôts ? On paye des impôts, disiez-vous, depuis l'Antiquité, avec notamment la tribu, mais j'imagine que lorsque un peuple est vaincu, il n'a pas tellement le choix que de payer des impôts. Depuis quand est-on prêt à payer des impôts ? Ah, alors ça c'est une très bonne question, parce qu'en fait, dès l'origine, il y a des gens qui ont très bien compris que l'impôt pouvait servir à être protégé, donc ils le versaient de bonne grâce, à condition bien évidemment que l'impôt soit pas trop élevé, et d'autres ne l'ont pas compris, donc vous avez des révoltes, et vous avez le roi Charles le Chauve, qui est le petit-fils en fait de Charlemagne, qui va prendre, nous sommes en 864, un édit dans lequel il met en garde ses percepteurs. Attention, obtenez le consentement de mes sujets pour pas qu'il y ait de révolte. Mais le véritable consentement tel qu'on le connaît, si vous voulez, date de l'époque moderne, dans 3 pays qui sont fondamentaux pour ce sujet des impôts: l'Angleterre d'une part, le Royaume de France de l'autre, et puis d'autre part également les États-Unis d'Amérique. Pour la France, le roi Louis XIV et surtout Vauban ont bien compris que la question du consentement était centrale, mais Louis XIV a subi des révoltes considérables durant son règne, et il faudra attendre la Révolution française 1789 pour qu'avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on entre dans l'ère du consentement. Habilement d'ailleurs, on remplace le mot impôt. Impôt, c'est l'idée de quelque chose qui pèse sur les sujets. Qui est imposé. Voilà, exactement, par le terme de contribution. Et dans le terme de contribution, il y a l'idée de contribution volontaire, bien évidemment, des citoyens. C'est 1789. Il y avait déjà des éléments de langage à l'époque. Ah, tout à fait. Vous parliez de 3 pays, Angleterre, Royaume de France et États-Unis. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier dans l'impôt ? Alors, déjà, ce sont des pays qui ont eu des États très modernes, des États puissants, avec l'idée, si vous voulez, dans les seigneurs britanniques, par exemple, au XVIIe siècle, qu'effectivement, on va, parce que le roi prélève des sommes considérables, lui demander des garanties. Alors, vous allez avoir des révoltes en Angleterre, justement au XVIIe siècle, qui vont amener la glorieuse révolution de 1688, et le nouveau roi, qui s'appelle Guillaume d'Orange, en plus, il vient d'un pays étranger, il peut monter sur le trône parce qu'il est marié à la fille de l'ancien roi, eh bien, va accepter que le Parlement, annuellement, vote les budgets et l'impôt. Donc c'est le principe du consentement qui se met en place. Dans un deuxième temps, les États-Unis d'Amérique, quand ils sont fondés, donc là on est à peu près un siècle plus tard, dans les années 1770-1780, et comme je le disais, la France, il y avait eu des velléités de mettre en place le consentement, mais c'est la Révolution française qui y aboutit à partir de 1789. Et dans votre livre, vous rapportez cette citation croustillante de Colbert: « L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris. » Exactement. Et alors Louis XIV a prélevé des sommes considérables, mais comme je vous le disais,
disais, parfois c'est bien passé, parfois c'est très mal passé. Exemple, les bonnets rouges. Les bonnets rouges sont revenus dans l'actualité récemment. Rappeler, voilà, exactement ce qu'étaient Oui, les alors bonnets c'est rouges. une révolte en fait contre le papier timbré en Bretagne. Et les Bretons vont mettre un bonnet rouge sur la tête. On les retient comme ça dans l'histoire, mais surtout ils vont se révolter contre cet impôt. Et figurez-vous que le roi Louis XIV devra en fait reculer face à cette révolte. Donc pour ça, nos amis bretons qui ne voulaient pas de l'écotaxe ont repris cette belle symbolique. Et là encore, ils ont fait reculer l'État au début des années 2010. En parlant d'impôts, on parle forcément de centralisation, puisque pour avoir un impôt, il faut un État centralisé. Comment aussi, avec le temps, on a eu cette centralisation de l'impôt autour d'un État fort? Il a fallu qu'il y ait un État fort central pour prélever l'impôt? Alors oui et non, parce que vous avez parfaitement raison, quand l'État est central, quand il y a une verticalité, c'est là où je dirais les impôts peuvent être les plus lourds et la perception la plus sensible. Mais vous avez des États décentralisés qui prélèvent également beaucoup l'impôt. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est quand on parle des États-Unis qu'on oppose à la France. Alors bien évidemment, l'État fédéral américain, comparativement à la France, bon, il faut dire qu'en France, on est les recordmen absolus des impôts, 480 taxes et impôts, comme on le rappelle dans le livre, c'est là où on en perçoit le plus, et le taux d'imposition en France est le plus élevé avec les pays nordiques, certes. Alors aux États-Unis, l'État central prélève peu d'impôts, mais vous avez les États fédérés, et vous avez surtout les collectivités locales, les communes, les villes, les bourgs, en fait, qui prélèvent des impôts considérables, on l'oublie beaucoup. Donc vous voyez, que l'État soit centralisé ou qu'il soit décentralisé, tout État, je dirais, il y en a plus de 200 aujourd'hui sur Terre, prélève des impôts. Et vous parliez des 480 taxes en France. Vous donnez d'ailleurs des chiffres impressionnants sur la doctrine fiscale en France. Je ne savais même pas qu'existait une doctrine fiscale. Et forcément, ça pose la question de cette citation de Clémenceau que vous rapportez aussi dans le livre. La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires, on y récolte des impôts. Pourquoi est-ce que la France prélève autant l'impôt par rapport à d'autres pays? Est-ce que ça a toujours été, dans l'histoire, la France s'est toujours distinguée par sa capacité à lever beaucoup d'impôts? Alors on a en tête une gravure très très célèbre, et ceux qui sont passés par l'enseignement secondaire, donc tous les Français théoriquement la connaissent, où on voit sous l'Ancien Régime, à la fin de l'Ancien Régime, en fait, un paysan qui supporte sur le dos un noble et un membre du clergé, qui était dispensé théoriquement, je mets plein de guillemets à ça bien évidemment, c'est pas totalement vrai. Ah, c'est pas totalement vrai? Ben non, il versait également des impôts, des formes d'impôts, ce qu'on appelle le don gratuit en particulier pour l'Église, mais beaucoup moins en tout cas que les paysans. Donc on a l'idée de taxes très très élevées sous la monarchie. C'est l'injustice en fait qui choque, je crois, beaucoup sous cette monarchie d'Ancien Régime. Mais en revanche, en taux d'imposition, on a cessé au fur et à mesure que l'État se développait, donc à l'époque contemporaine, de prélever de plus en plus. Pour vous donner une idée, à la veille de la Grande Guerre, de la guerre de 14, le taux de prélèvement fiscal est de l'ordre de 10% en France. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 45%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout à fait considérable. Récent, finalement, cette oui, la montée en puissance de l'État l'explique. Pourquoi? Parce que on a développé un État social. Alors loin de moi le fait de le critiquer, l'État-providence, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la sécurité sociale. Mais je dirais que la protection s'est encore développée dans les années 1970. On pense par exemple aux aides qui concernent les immigrés. Tout ça coûte extrêmement cher. Nous avons énormément également de fonctionnaires en France. Donc là, on pourrait l'admettre, si vous voulez, je pense que les Français l'admettraient s'ils voyaient un retour sur investissement. Mais on se rend compte depuis quelques années qu'effectivement, on paie de plus en plus d'impôts et que les services publics, qu'il s'agisse de l'école, qu'il s'agisse de tous les autres, l'hôpital par exemple, fonctionnent de moins en moins bien. Nous sommes avec Éric Anceau, historien, professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, qui publie l'Histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours. Vous parliez d'à quoi sert l'impôt? À quoi sert l'impôt? Vous vous dites aujourd'hui que c'est pour financer l'État social, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant, à quoi servait l'impôt? Alors, principalement, quand on fait l'historique, si vous voulez, à protéger les sujets d'invasion étrangère. Donc pour le militaire. Pour le militaire, c'est bien évidemment ça, dans le cadre de pays qui se font la guerre, construire des murailles par exemple. Et puis dans un deuxième temps, je dirais, ce sont les infrastructures qui se sont développées. Il fallait construire les routes, entretenir des canaux, curer des fossés, donc tout ça coûtait de l'argent. Et à mesure que l'appareil étatique a commencé à se développer, alors on ne l'a pas encore dit pour l'État français et l'État anglais, le tournant, ce sont les 12e, 13e siècles. La monarchie capétienne en France, un roi par exemple, alors ça c'est un petit peu plus tard, mais comme Philippe le Bel, joue un rôle tout à fait considérable. Et Philippe le Bel va s'entourer en fait de juristes qu'on appelle les légistes, et bien évidemment l'appareil étatique se développant, tout ça coûte cher, il faut payer ces gens.
Et donc c'est à ça que servira l'impôt. Oui. Dans les premiers siècles, je pense notamment à Athènes par exemple. Comment Athènes levait l'impôt? À quoi servait l'impôt que levait Athènes? C'était à protéger là aussi les oui, nations alentours. voilà. Alors là, on est à l'époque des cités grecques. Hein. Elles sont toutes indépendantes, mais elles vont trouver le besoin de se fédérer parce qu'il y a une menace, un envahisseur. Hein, ce sont les Perses. Et pour lutter contre les Perses, les Athéniens qui ont bâti une marine très très puissante. Hein, on parlera de thalassocratie athénienne, mais c'est de puissance de la mer, par la mer, exactement. Eh bien, on fondait une ligue qu'on appelle la Ligue de Délos. Et pour cela, les autres cités, prélevaient une somme sur leurs citoyens qu'ils versaient à Athènes. Ça a fonctionné pendant des dizaines d'années, puis ils ont vu quand même que les Athéniens détournaient une partie de la somme pour construire leur Parthénon sur l'Acropole. Alors, ils n'ont plus voulu la payer, et ça a disloqué la Ligue, et c'était la fin de la puissance athénienne. Très souvent, et ça c'est très intéressant, la puissance des États se fait par l'impôt, et lorsque soit les citoyens, soit les pays étrangers commencent à remettre en cause cet impôt, eh bien c'est le déclin de l'État, le déclin des empires passe souvent par là. En ce monde, rien n'est certain, hormis la mort et l'impôt. Benjamin Franklin, c'est par cette formule frappante que vous ouvrez votre livre. Et justement, sur cet impôt, il y a aussi cette idée de faire payer les riches de plus en plus souvent. L'idée de faire payer les riches, est-ce que c'est nouveau ? Ça n'est pas du tout nouveau. Dans l'Antiquité, on a des cas justement où, alors, d'une part, un peu, il faut le dire, par démagogie. Hein, certains souverains jouent leur peuple contre les riches. Mais également parce que parfois on a besoin de beaucoup d'argent et faire payer les pauvres ne suffit pas, même si les pauvres sont nombreux. Ils n'ont pas, comme leur nom l'indique, de beaucoup d'argent. Et donc on va s'attaquer également aux riches. Alors on a le cas des frères Gracques, qui est bien connu, Tiberius et Caius Sempronius Gracchus. Dans l'Antiquité romaine, ils ne l'ont pas emporté au paradis puisqu'ils ont été massacrés. Et le deuxième en particulier par un complot des riches qui ne supportaient pas qu'on prélève comme ça de l'argent sur eux. On évoquait tout à l'heure Louis XIV, mais Mazarin et avant lui Richelieu, donc là sous Louis XIII, ont mis en place des taxes sur les aisés pour financer les guerres. Mais véritablement, les impôts sur les riches datent de la démocratisation de nos sociétés, donc le 19e et le 20e siècle. Et un pays comme la France, avec l'impôt sur la grande fortune, mis en place à partir de 1981, se caractérise. Il n'est pas le seul. Beaucoup de pays, après, ont copié la France et ont mis en place cet ISF. Le ministre en charge du sujet, Gabriel Attal, il y a quelques semaines, a dévoilé un plan de lutte contre la fraude fiscale. Est-ce que la France arrive à correctement lever l'impôt comparativement à ce qu'elle a pu avoir par le passé, comparativement aux autres pays? Alors on va relativiser, l'historien a tendance à relativiser. Il y a toujours eu de la fraude. Je dirais, quand on regarde les paradis fiscaux, alors je pourrais vous en trouver, mais là c'est un petit peu tiré par les cheveux, dès l'Antiquité, les véritables tels qu'on les connaît aujourd'hui apparaissent à la fin du 19e siècle. C'est le Delaware et le New Jersey aux États-Unis. Un petit peu plus tard dans l'entre-deux-guerres, le paradis fiscal suisse et le secret bancaire se met en place. On a une fuite des capitaux sous le gouvernement du cartel des gauches d'Édouard Herriot dans les années 20. Et puis véritablement, alors le phénomène s'est encore amplifié. Alors il avait atteint des proportions telles que finalement on a décidé de mettre un coup de pied là-dedans, dans la fourmilière. Et force est de constater que l'État arrive honnêtement à lutter contre l'impôt. Depuis Hollande, où il y avait eu un certain nombre de scandales, depuis le président Hollande, on arrive à faire rentrer un certain nombre d'évadés fiscaux en leur promettant une amnistie. Mais il reste beaucoup à faire parce que dans le cadre de la mondialisation, bien évidemment, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Les paradis fiscaux l'emportent le plus souvent. Justement, ce sujet de comparativité fiscale entre les pays, il a toujours existé? Ah bien sûr, bien sûr. Et alors il existe d'autant plus qu'aujourd'hui les frontières sont très réduites. Alors je dirais que bon là c'est un peu normal, mais ce qui est plus choquant, c'est quand ça se produit dans une unité, je dirais intégrée comme l'Union européenne. Et vous avez à l'intérieur même de l'Union européenne des pays comme le Luxembourg, l'Irlande ou les Pays-Bas qui ne jouent pas forcément le jeu alors que les autres le jouent. Donc là ça crée des disparités. C'est là où véritablement à mon avis il faut le plus lutter contre ces phénomènes. Merci beaucoup Éric Anceau. Je rappelle que vous êtes historien, vous publiez l'histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours avec Jean-Luc Bordron. C'est chez Passé Composé. On vous laisse filer parce que vous avez un congrès sur Haussmann qui commence. Donc on vous laisse parler d'Haussmann. Merci beaucoup. Merci à vous.